Alors il y a un grand intervalle qui nous sépare de la dernière leçon sur l'humanisme juridique puisqu'elle avait lieu le 6 avril et au fond aujourd'hui c'est une conclusion à la fois du cours de cette année et plus largement de l'ensemble de mes enseignements. Alors je voudrais tout de même rappeler que cet enseignement sur l'internationalisation du droit, puisque c'est le nom de la chaire, avait commencé le lendemain des frappes aériennes lancées par George Bush en Irak, et il se termine aujourd'hui, une semaine à peu près, après l'exécution de Ben Laden. Donc on peut dire que c'est un cours qui a pris la couleur un peu tragique d'un humanisme juridique complètement déchiré, d'un mythe, si l'on peut dire, qui craque de toutes parts. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'avais placé le cours sous le signe d'Astrée, qui symbolisait pour les humanismes de la Renaissance l'espoir d'un retour à la justice et à la paix. Donc ce n'est pas un hasard si j'ai consacré ma dernière année de cours à ce thème, un peu surprenant peut-être, sens et non-sens de l'humanisme juridique. Car l'idée de départ, c'était qu'au moment même où l'humanisme juridique commence à devenir réalité, au moins par fragments, il y a l'expansion des droits de l'homme, il y a l'apparition d'un droit humanitaire, il y a l'émergence d'une justice pénale à vocation universelle. À ce moment même, les faiblesses, les contradictions éclatent en plein jour. Exemple, l'ouverture des frontières aux marchandises n'empêche pas de construire des murs pour arrêter les hommes en marche. Et notamment l'Europe dite sans frontières se referme comme une forteresse. On organise des camps pour immigrés, on ressuscite Lombroso pour enfermer, indépendamment de tout crime, les hommes qu'on étiquette comme dangereux, le droit à la sûreté qui est renommé sécurité, légitime les pires atteintes aux libertés. On a tous à l'esprit l'exemple des détentions illimitées des prisonniers de Guantanamo, tout au moins ceux qu'on ne peut ni juger ni libérer. L'ingérence humanitaire se transforme en dérive sécuritaire, voire guerrière, et la justice elle-même prend la forme plutôt inquiétante des assassinats dits ciblés. Et puis, voici que cette humanité qui semblait éternelle, au terme d'une hominisation au sens de l'évolution biologique qui se compte par millions d'années, cette humanité elle commence à apparaître ouvertement comme une humanité en transit. J'ai employé ce mot en fait dans tous les sens qu'il peut prendre, de passager mais aussi de passeur. Ceux d'entre vous qui ont suivi le séminaire Hominisation, Humanisation qui a eu lieu à la fin du mois d'avril dernier se souviennent que nous avons alors survolé quelques 5000 ans d'histoire des humanisations au sens d'évolution éthique, des grands empires de l'ancienne Mésopotamie. Nous avons été jusqu'aux rêves futuristes des transhumanistes libertariens d'aujourd'hui. Et là, nous avons pu mesurer combien éphémère est le passage sur Terre de chaque peuple, a fortiori de chaque être humain, de chacun d'entre nous, et peut-être aussi de l'humanité tout entière. De ces passagers qu'il nomme d'ailleurs des devenants, un de mes confrères de l'Académie des sciences morales, Jean Béchler, souligne que l'immense majorité disparaît sans laisser de traces. Avoir transité par l'existence leur suffit, seul compte la chance improbable et insigne d'avoir existé une fois. Les courants transhumanistes, eux, ils sont beaucoup plus ambitieux. Ils se voient déjà comme les passeurs qui permettront de quitter l'humanité présente, qui n'est au fond qu'une forme transitoire, imparfaite,
et pour tout dire, un peu raté. Avec beaucoup d'humour, Marie-Angèle Hermite, au cours du séminaire, avait résumé leur posture. En gros, l'hominisation a raté, notre espèce est très imparfaite, et l'humanisation est un échec, voire les violences, les guerres continuelles. Ce qui fait que même au risque de disparaître, il faut tenter, selon eux, d'améliorer nos capacités par des artifices qui annonceraient le passage à l'ère du post-humain. Il y a une sorte de cohérence implacable dans ce projet qui, au fond, déshumanise pour post-humaniser, désocialise pour autonomiser. Mais on voit en même temps que c'est un projet qui heurte de front un humanisme juridique tel qu'il a été conçu au cours de l'histoire. Alors, c'est un peu paradoxal, au moment même où certains philosophes redécouvrent l'importance des dispositifs juridiques, les transhumanistes prétendent tranquillement démontrer l'inutilité de toute normativité, qu'elle soit morale, religieuse ou juridique. Concentré sur la post-hominisation au sens biologique, je dirais que le transhumanisme se désintéresse de l'humanisation au sens éthique. L'idée, c'est tout simplement que les biotechnologies vont prévenir les dysfonctionnements, on va améliorer l'espèce humaine, comme on améliore déjà un certain nombre d'espèces, l'espèce bovine par exemple. Anne Fagot-Largeau, d'ailleurs, dans son intervention sur le mode de procréation, avait fait remarquer que dans l'assistance médicale à la procréation, la femme est déjà traitée plus ou moins comme une vache. Alors, plutôt que de se résigner à cette fusion qui risque de réduire l'être humain à l'espèce, il semble encore possible de préserver les interactions entre les deux processus, c'était le thème du séminaire, hominisation et humanisation, en essayant de transformer les contradictions de la mondialisation en ambivalence. Car s'il est vrai que la mondialisation aggrave les risques de déshumanisation, il est vrai aussi qu'elle ouvre de nouvelles perspectives à l'humanisation. On n'a pas d'État mondial et il n'est sans doute pas souhaitable d'en créer un, mais il y a une diversification des acteurs qui devrait permettre un rééquilibrage des pouvoirs entre les États, les organisations internationales et les acteurs non étatiques, ce qu'on appelle parfois la société civile. Les valeurs ne sont pas d'emblée universelles, mais elles deviennent universalisables à mesure que le droit international entre en vigueur au croisement des cultures, au croisement des savoirs. Enfin, l'ordre mondial ne s'annonce pas sur le modèle traditionnel d'un ordre hiérarchique et unifié. On ne va ni vers un souverainisme absolu, c'est dépassé, ni vers un universalisme radical, c'est sans doute impossible et peu souhaitable. Mais on voit des pratiques interactives et évolutives qui annoncent peut-être la possibilité d'une humanisation pluraliste et réciproque. Alors, pour illustrer ce constat très général, nous avions choisi dans le cours de travailler sur 5 exemples concrets qui montrent les faiblesses de l'humanisme juridique face à ces défis de la mondialisation. 5 exemples, les migrations, les exclusions sociales, les atteintes à l'environnement, les crimes internationaux dits les plus graves, c'est-à-dire ceux du statut de la Cour pénale internationale, et puis les nouvelles technologies. Mais les excès même des pratiques que nous avons observées, le durcissement du contrôle des migrations, l'aggravation des exclusions sociales, la multiplication des atteintes à l'environnement, la persistance des crimes, suscitent à l'heure actuelle une multitude d'initiatives, de propositions, de jalons qui tendent à réintroduire l'humain au cœur de la mondialisation. Et au fond, la deuxième partie du cours consistait dans cette espèce de bouillonnement créatif à étudier plus particulièrement quelques processus.
le processus consistant à promouvoir une citoyenneté à plusieurs niveaux. On est citoyen de son pays, mais on est maintenant aussi citoyen européen pour ceux qui appartiennent à cette région du monde, et on commence à se sentir citoyen du monde. Problème de micro. Ce qui veut certainement dire que citoyens du monde sont des mots qu'on ne doit pas prononcer. Ce sont des mots tabous. Ce sont des mots tabous. En revanche, peut-être que les autres processus dont nous avons parlé vont accepter d'être prononcés en public, partager la responsabilité sociale et juridique entre les États et les entreprises transnationales, réduire les tensions entre la justice et la force pour tenter de construire une paix durable, relier les générations présentes aux générations futures et enfin, face aux innovations technologiques, innover juridiquement cette fois. On invente le droit à l'oubli sur Internet, on invente même le droit au silence des puces à propos de l'Internet des choses. Alors toutes ces propositions, ces initiatives, ces jalons s'ignorent le plus souvent les uns les autres. Mais l'hypothèse que j'ai formulée, c'est qu'ils pourraient, en se développant conjointement, former une voie, non pas pour restaurer le mythe de l'humanisme juridique, qui reste sans doute marqué par son temps et par son lieu d'origine, l'Europe de la Renaissance, mais pour humaniser la mondialisation. Mais alors, comme dans toute utopie, le risque est très fort de sacrifier le déjà là au pas encore, c'est-à-dire le risque de perdre les acquis du passé au nom d'un futur improbable. Car à tout moment, ces processus d'humanisation peuvent échouer. La justice cède bien souvent à la force, il suffit de regarder la presse. À tout moment, ils peuvent s'enliser. On parle de la protection des travailleurs migrants. On a adopté une convention en 1990. Elle n'est toujours pas ratifiée par les pays d'immigration. Il peut y avoir un risque même de régression. Les exclusions sociales semblent bel et bien aggravées par le marché total. Et puis le risque de se laisser dépasser. On a beau essayer d'innover juridiquement, le droit de l'Internet, par exemple, est toujours en retard d'une invention. Autrement dit, si on veut adopter une conception dynamique du droit, c'est ce que j'annonce quand j'emploie l'expression droit en devenir, le grand problème, c'est de ne pas perdre l'acquis des humanisations. C'est d'ailleurs une question qui avait été très clairement posée par Alain Supiot à l'occasion du séminaire. Il disait, attention, pour le juriste, la différence humain-non humain est une conquête qui a coûté très cher et qu'il ne faudrait pas abandonner au nom de la protection de nouveaux centres d'intérêt. Autrement dit, pour contribuer à l'humanisation, et j'essaye de répondre à la fois à la problématique du cours et à celle du séminaire, le droit en devenir devra jouer un triple rôle. Je dirais résister, responsabiliser et anticiper. 3 verbes clés. Résister à la déshumanisation, responsabiliser les acteurs titulaires d'un pouvoir global et anticiper sur les risques à venir. Résister à la déshumanisation n'est pas chose facile, car en la matière, l'inventivité humaine est sans limite. J'avais d'ailleurs posé la question au séminaire « L'inhumain est-il le propre de l'être humain ?» Il n'y a pas eu vraiment de réponse.
ce qui n'est pas si étonnant si on considère que la réponse elle est brouillée par la diversité des pratiques de déshumanisation. Il y a d'abord la conception de l'humain inachevé. Je ne reviens pas sur les controverses comme celle de Valladolid, les Indiens sont-ils des humains? Je ne remonterai donc pas jusque-là, jusqu'aux humanistes de la Renaissance, mais au XIXe siècle, on va voir l'argument à prétention scientifique repris par l'école positiviste italienne. Certains hommes seraient restés en arrière dans l'évolution et Lombroso, par exemple, fonde sur la continuité entre l'animal et l'homme l'atavisme de certaines formes de criminalité, ce qui annonce déjà les théories eugénistes du début du XXe siècle, ce qui annonce déjà la figure de l'anormal dans le prolongement du monstre comme un homme inachevé, un mélange d'humain et de non-humain, qui va légitimer des mesures terribles comme la stérilisation forcée. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Le XXe siècle s'illustre de façon tragique par les politiques d'exclusion des régimes totalitaires qui vont d'abord instrumentaliser les travaux scientifiques et puis s'en affranchir pour préconiser ouvertement l'exclusion de certains groupes humains. Ça ira jusqu'au génocide. Alors, ces pratiques discriminatoires seront qualifiées à partir du tribunal de Nuremberg de crimes contre l'humanité. Progressivement, le concept va s'élargir, mais ça n'empêchera pas au XXIe siècle encore de nouvelles formes de déshumanisation, avec l'apparition de ce que j'appelle l'état Janus, l'état à deux visages. Il a une face sécuritaire et une face libérale, voire ultralibérale. Un peu comme si la mondialisation substituait au mythe de l'humanisme juridique deux autres mythes qui peuvent d'ailleurs coexister. L'état à deux visages. Le mythe sécuritaire, c'est l'idée du risque zéro qui permet de mettre en place une justice prédictive, remplacer la responsabilité par la dangerosité, la punition par la neutralisation et organiser la traçabilité des populations à risque. Tout cela nous fait passer d'une anthropologie humaniste à une anthropologie guerrière, à visée déterministe. On renonce au libre arbitre. Qu'il s'agisse d'anciens criminels dont on craint la récidive, ou qu'il s'agisse de terroristes qualifiés ennemis, combattants illégaux, donc hors la loi, parce qu'ils ne sont ni des criminels ni des combattants, on en arrive à une déshumanisation de cet être humain étiqueté dangereux et éliminé comme un animal dangereux. De ce point de vue-là, le mythe ultralibéral du marché autorégulé est moins inquiétant. Mais nous avons vu comment il finit par assimiler l'homme à une chose, comment il conduit à assimiler le travailleur à une ressource et à considérer le droit du travail comme un obstacle aux investissements. Ce sont les recommandations de la Banque mondiale pendant un certain nombre d'années. On arrive à un humain réifié. Et puis de l'humain réifié, voici que certaines nouvelles technologies introduisent l'idée de l'humain fabriqué. Il ne s'agit pas de destruction, comme dans le génocide, il ne s'agit pas de souffrance ou d'humiliation, comme dans la torture, mais d'une forme apparemment positive de fabrication de la vie. Et pourtant, le Code pénal français qualifie de crime contre l'espèce humaine l'eugénisme, quand il tend à organiser la sélection des personnes, et à supposer qu'il soit un jour possible, le clonage reproductif, qui a pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. Autrement dit, on en vient à protéger l'espèce humaine, mais en la séparant de l'humanité. Pourtant, résister à la déshumanisation supposerait qu'on puisse situer au confluent des deux processus
c'est toute la problématique de notre séminaire d'avril, l'évolution humaine à travers des critères qui permettraient de caractériser ce que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, appelait l'irréductible humain. Alors si on prend le droit comme révélateur d'interdits qui seraient la marque de cet irréductible humain, il faut partir des interdits indérogeables, ceux du droit international des droits de l'homme. Indérogeables sont les traitements inhumains ou dégradants, la torture, l'esclavage, interdits aux États. Et puis d'autre part, les crimes imprescriptibles du droit international pénal, qui eux sont interdits aux personnes physiques, voire aux chefs d'État. Par-delà la diversité des droits nationaux, ce nouveau droit international consacrerait ainsi implicitement deux principes que j'ai eu l'occasion de dégager dans mes cours, liés à l'irréductible humain et universels dans la mesure où ils résultent des deux processus d'évolution, l'hominisation et l'humanisation. Je veux dire deux principes, la singularité, qui est à la fois un fait biologique et un fait culturel. L'article 1 de la Déclaration universelle proclame l'égale dignité de tous les êtres humains. Et cela interdit de traiter un être humain comme inachevé ou de le dépersonnaliser, de le réduire à son appartenance à un groupe qui est au cœur du crime contre l'humanité. On me tue non pas parce que j'ai fait ceci ou cela, mais parce que je suis né, j'appartiens à tel groupe. Et puis, deuxième principe, et les deux sont indissociables, l'égale appartenance de chaque être humain à la communauté humaine. Or, ça, c'est aussi un principe à la fois biologique, puisque nous connaissons une seule espèce, et un fait culturel, puisque la déclaration, dans son préambule, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vise les membres de la famille humaine. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Darwin avait conscience de cette dimension. Quand il écrivait « À mesure que l'homme avance en civilisation, la raison devrait conduire chaque individu à étendre ses instincts sociaux et de sympathie à tous les membres d'une même nation. » Et il ajoutait « Une fois ce point atteint, seule une barrière artificielle pourrait empêcher ces sympathies de s'étendre aux hommes de toutes les nations et de toutes les races. » Alors c'est précisément cette extension de la sympathie, éprouver de l'émotion pour autrui, puis de l'empathie, je reprends la distinction qu'avait faite Alain Berthoz. L'empathie, c'est éprouver l'émotion d'autrui tout en restant soi-même. C'est cela qui exprime l'appartenance à une communauté humaine unique, et c'est cela qu'on refuse à la victime dans la torture ou dans le crime contre l'humanité. Mais les deux principes ne suffisent pas quand on considère l'interdit de l'eugénisme ou du clonage. Car alors, la véritable raison de l'incrimination, c'est bien sûr un peu le risque de créer de nouveaux groupes de population, donc de nouveaux traitements discriminatoires, mais c'est surtout, me semble-t-il, la mise en cause du principe d'indétermination. Troisième principe constitutif. L'indétermination qui est fondée sur l'importance exceptionnelle du point de vue biologique de la variabilité épigénétique. C'est certainement, nous disait Jean-Pierre Changeux, un principe nécessaire à la survie de l'espèce parce qu'il facilite la créativité et l'adaptabilité. Mais en même temps, l'indétermination nourrit le sentiment de liberté. Or, c'est ce sentiment qui institue l'homme comme tel, dans sa dignité, et qui sous-tend le principe de responsabilité. Et je dirais que c'est pour cette raison qu'il ne faut pas séparer le crime contre l'humanité du crime contre l'espèce humaine. En fait, pour lutter, pour résister à la déshumanisation, la qualification de crime contre l'humanité devra interdire non seulement la destruction, génocide, disparition forcée, assassinat, mais aussi la dégradation, esclavage, apartheid, discrimination et autres, l'homme inachevé, l'homme dépersonnalisé, et enfin la prédétermination de l'être humain
qu'il soit à l'avance étiqueté dangereux ou qu'il soit fabriqué par tel ou tel moyen comme l'eugénisme ou le clonage. Cela étant dit, il ne s'agit pas de tout criminaliser. Ce crime contre l'humanité, il est surtout emblématique, mais il a vocation à rester exceptionnel. Il suppose non seulement une atteinte au principe de singularité, d'égale appartenance ou d'indétermination, mais des pratiques généralisées ou systématiques, dit le statut de la Cour, et puis une action collective. Ce n'est pas un crime qu'on commet isolément. L'acte isolé peut relever du droit national, mais pas du droit international. Il faut l'intervention d'un État ou d'une organisation qui a pour but ces pratiques. Il peut s'agir d'ailleurs d'un laboratoire. Ce qui explique l'importance des processus permettant de responsabiliser les auteurs titulaires d'un pouvoir global, un pouvoir qui peut aller vers la déshumanisation. Alors le rôle du droit, ce n'est pas seulement de résister, c'est donc aussi de responsabiliser les acteurs globaux. Qu'est-ce que ça veut dire responsabiliser? Par rapport aux interdits dont nous venons de parler, c'est deux choses, c'est les rendre opposables aux titulaires de pouvoir global, et en cas de violation, c'est les rendre justiciables devant un juge, soit national ou international. L'objectif est clair, mais les moyens le sont moins. Parce qu'il y a déjà une difficulté en l'absence d'État mondial, c'est la diversité, je le disais en introduction, des acteurs qui exercent un pouvoir global. En dehors des États et des organisations internationales, on connaît d'autres acteurs puissants, les experts, dont le savoir est déjà global, les organisations non gouvernementales qui servent d'aiguillons et ont souvent été à l'origine de grandes réformes, comme la création de la Cour pénale internationale, mais avant tout et surtout les entreprises transnationales. Sur les 100 plus grandes entités économiques, les 2/3 sont des entreprises. Or, la responsabilité juridique est pour elle limitée au niveau national, pour l'essentiel. D'où la nécessité d'étendre la liste des personnes juridiquement responsables à l'échelle globale. Mais il y a une deuxième difficulté, et je reviendrai sur chacune d'entre elles, c'est que la mondialisation fait apparaître, on l'a vu au cours du séminaire, je dirais la fragilité de l'humanité et son interdépendance avec le vivant non humain. D'où la nécessité d'une extension de la responsabilité en direction de ce qu'on pourrait appeler un devoir de protéger les nouveaux centres d'intérêt, ni objets ni sujets, que sont les générations futures et tout le vivant non humain, les animaux et la nature. Donc c'est un programme immense que de responsabiliser pour éviter la déshumanisation. Alors d'abord, l'extension des personnes juridiquement responsables, elle est en cours. La grande révolution, on peut dire révolution, je crois que le mot n'est pas trop fort, de la deuxième partie du XXe siècle, c'est d'avoir créé une responsabilité des États devant le juge international en cas de violation des droits de l'homme. C'est vrai seulement dans certaines régions, puisqu'il n'y a pas de cour mondiale, mais dans les régions où ça existe, c'est une véritable révolution. Et puis l'autre révolution, c'est la possibilité de mettre en cause la responsabilité de chefs d'État, pas seulement d'anciens chefs d'État, mais des chefs d'État en exercice, pour crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Au fond, là, on a déjà les nouveaux instruments juridiques. Bien sûr, dans les pratiques, ils sont partiellement appliqués, peu appliqués, mal appliqués, parce que la volonté politique reste hésitante. Si on regarde la question des chefs d'État, il y a eu l'affaire Pinochet d'abord, et puis ensuite, finalement, Pinochet a été jugé dans son propre pays, Milosevic a été arrêté, il a fait l'objet d'un procès, mais il n'a pas été finalement jugé. Saddam Hussein a été arrêté et jugé, mais dans des conditions qu'il est difficile d'appeler justice équitable. On va voir ce qui adviendra de Kadhafi. Quant à Ben Laden,
c'est une exécution extrajudiciaire. Mais si imparfaite soit-elle, la responsabilité des États est amorcée à l'échelle mondiale. En revanche, pour les entreprises transnationales, la révolution reste à faire. Nous avions vu dans le cours des rapports récents de 2008 qui montrent l'implication de certaines entreprises dans les crimes internationaux les plus graves, ceux qui sont passibles de la Cour pénale internationale. Les entreprises, elles peuvent être indirectement impliquées à travers la fourniture de biens ou de services qui ont contribué au crime, mais elles peuvent être directement engagées par l'exploitation illégale de ressources naturelles qui sont nécessaires à leur chaîne d'approvisionnement et qui déclenchent des conflits redoutables. Or, il n'y a là ni instrument juridique. Au contraire, pendant longtemps, les recommandations de la Banque mondiale considéraient le respect des droits de l'homme comme des obstacles au commerce, ni véritable volonté politique, parce que les États ménagent les investisseurs potentiels et fournisseurs d'emplois. Pourtant, je dirais qu'il y a des signes avant-coureurs de transformation. Principalement l'apparition de ces nouveaux concepts qu'on entend continuellement, que sont la responsabilité sociale de l'entreprise, la responsabilité sociale partagée. Alors bien sûr, ce sont des termes très ambigus. On peut entendre par responsabilité sociale simplement le fait de faire participer aux décisions collectives un maximum d'acteurs, pas seulement les États, mais les autres acteurs, les acteurs de la société civile. À ce moment-là, la responsabilité sociale de l'entreprise, elle est très consensuelle, mais c'est un catalogue de bonnes intentions qui risque d'ailleurs de servir de prétexte au désengagement de l'État, à la déresponsabilisation de l'État. En réalité, derrière la responsabilité sociale partagée, ce qu'il faudrait arriver à faire entrer, c'est l'idée d'une responsabilité juridique, c'est-à-dire opposabilité et justiciabilité, non seulement pour les États, mais pour les entreprises. C'est un thème qui sera d'ailleurs abordé au Collège de France dans un prochain colloque les 25 et 26 mai, qui est organisé par Diane Roman, qui est professeure à Nanterre, sur la justiciabilité des droits sociaux. C'est un thème que j'ai un peu évoqué dans le cours, en montrant que tout est à faire encore pour rendre les droits opposables aux entreprises transnationales, donc pour lutter contre les risques de déshumanisation. Il y a toute une série de pratiques qui doivent être améliorées autour de la transparence, de l'identification du responsable au sein des groupes, ou encore d'imputabilité de la responsabilité à la personne morale. L'un étant lié, l'opposabilité étant directement liée au thème de la justiciabilité, parce que pour pouvoir avoir recours à un juge, il faut pouvoir identifier le responsable et lui imputer, même si c'est une personne morale, la responsabilité. Alors la justiciabilité, il y a beaucoup à faire, car au niveau international, l'objectif serait d'ouvrir la compétence de la Cour pénale aux entreprises. C'est un objectif qui n'a pas été discuté lors de la conférence de révision de Kampala, mais qui a été discuté autour d'Emmanuel Decaux à Paris 2 la semaine dernière, à travers notamment une proposition qui est faite par un groupe d'universitaires américains d'introduire un principe de responsabilité de la personne morale devant la Cour pénale internationale, ce qui donnerait une voie possible à la justiciabilité, mais évidemment limitée à des cas extrêmes. Alors pour des cas moins extrêmes, c'est le niveau national qu'il faut viser. Mais est-ce que c'est le jugement dans le pays d'implantation de l'entreprise ou est-ce que c'est le jugement dans le pays d'origine? Le pays d'implantation, en général, il n'a pas les moyens de mener l'enquête. Le pays d'origine, il aurait les moyens de mener l'enquête, mais il n'en a pas vraiment la volonté. Donc il y a toute une série d'obstacles à la fois politiques et juridiques. Pour lever ces obstacles, à l'heure actuelle, la solution la plus employée, je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure,
c'est la compétence universelle de quelques États, et en particulier des États-Unis. La compétence universelle du juge américain sur la base d'un vieux texte de 1789, redécouvert dans les années 80, l'Iron Tort Statute, qui permet d'accorder une réparation civile, on n'est pas dans le pénal, à la victime d'une violation du droit international, c'est extrêmement large, même si cette violation a été commise à l'étranger par un étranger contre un étranger. Mais il y a un revirement tout récent dont j'avais parlé dans mon cours de la jurisprudence américaine de fin 2010 qui semble maintenant renoncer à cette compétence universelle pour les entreprises, pour les personnes morales, la limiter aux personnes physiques. Je ne suis pas sûre qu'il faille le regretter parce que la compétence universelle ne me paraît pas une bonne solution. Si elle est accaparée par quelques pays, c'est une inégalité flagrante. Et si elle est généralisée, j'ai du mal à imaginer ce qui se passerait si le juge de n'importe quel pays pouvait juger selon son droit national les violations du droit international commises n'importe où dans le monde. En fait, la bonne solution serait sans doute une convention internationale qui donne compétence aux pays d'origine et qui pose un certain nombre de critères pour limiter le renvoi aux pays d'implantation et donner à ces pays les moyens d'enquêter. Et là, on en est encore loin. La véritable clé pour aller dans cette direction, c'est sans doute la pression des organisations non gouvernementales, la pression des citoyens, la pression de la société civile. Et on peut dire sans doute la même chose de l'autre forme qui illustre le processus de responsabilisation que j'ai appelé l'extension de la responsabilité au devoir de protéger de nouveaux centres d'intérêt. Il ne s'agit plus de savoir qui est responsable, mais de savoir de quoi on est responsable. Alors j'emploie volontairement cette expression de responsabilité de protéger. Elle est récente en droit international, elle a été créée dans le prolongement de l'ingérence humanitaire à propos des populations qui sont menacées de crimes comme les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. C'est un concept qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005 et comme vous le savez sans doute, il a été utilisé à propos de la Libye pour légitimer des actions militaires, mais encadrées en principe, posant des limites claires par la résolution du Conseil de sécurité de février dernier. Il me semble qu'il serait intéressant de transposer ce concept aux nouveaux centres d'intérêt que sont le vivant non humain et les générations futures. Et pour ça, il faut sans doute passer des droits qui impliquent une réciprocité, on parle de responsables et de victimes, à la notion de devoir, les devoirs qui engagent sans réciprocité. Et je crois que la distinction, elle est importante. On le voit surtout quand on regarde le débat actuel sur la protection des animaux, de certains animaux, parce que ce concept d'animal est lui-même extrêmement hétérogène. Il ne s'agit pas de protéger les bactéries en tant que telles. Mais le débat est intéressant parce que reconnaître des droits, comme certains le préconisent, il y a une déclaration des droits de l'animal en 1978, reconnaître des droits aux animaux, ça comporte, à mon avis, le même risque de déshumanisation à l'envers, en quelque sorte, que de refuser les droits de l'être humain à des personnes qu'on dirait inachevées. En revanche, fonder la responsabilité juridique sur le devoir de protéger les animaux permet de relier l'hominisation et l'humanisation. L'hominisation parce que les animaux sont indispensables à la survie de l'humanité, l'humanisation parce que c'est un devoir qui pèse sur l'être humain dans la mesure où il est seul capable de conscience et d'intentionnalité. D'où l'évolution du droit. Le Code pénal français a ajouté aux crimes contre les personnes et aux crimes contre les biens une nouvelle catégorie dans laquelle figure notamment la protection des animaux contre les sévices graves et les actes de cruauté, étendus d'ailleurs aux actes de nature sexuelle. Certains d'entre vous connaissent peut-être
la décision de 2007 dans laquelle le propriétaire d'un poney a été condamné pénalement pour avoir pratiqué des actes de sodomie contre ce malheureux animal qui ne pouvait, disent les juges, exercer quelque volonté que ce fût et qui était ainsi transformé en objet sexuel. De façon plus large et plus prospective, l'Union européenne évoque les exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. C'est inscrit dans le traité de Lisbonne. Et une directive de 2010, qui n'est pas encore entrée en vigueur, prolonge ce dispositif avec tout un texte sur l'expérimentation concernant les animaux. Il y a là une rupture avec la conception dualiste, mais en même temps, cette rupture préserve une différence entre l'humain et le non-humain. Et c'est ce qui me paraît important. Alors l'autre exemple, c'est la responsabilité de protéger l'environnement naturel. Vous savez qu'elle est maintenant inscrite dans beaucoup de constitutions. En France, c'est la charte de 2005. Toute personne a le devoir, et c'est le mot devoir qui est rare dans un texte à valeur constitutionnelle, a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Au fond, c'est l'idée de l'homme concessionnaire de la planète. Et là, les instruments juridiques se multiplient. Il y a un certain nombre de conventions. En gros, depuis le sommet de la Terre de Rio de 1992, biodiversité, changement climatique. Et puis, il y a de nouveaux instruments. Le crime de guerre, en cas de conflit armé, peut être constitué par une attaque délibérée de l'environnement naturel. D'autre part, nouvel instrument aussi, le concept de bien public mondial, qui renvoie, c'est une sorte de synthèse de l'économique, c'est un bien collectif qui n'est ni appropriable ni rival, du politique, c'est un bien public, et de l'éthique, c'est un bien commun. Eh bien, appliqué au changement climatique, ce concept marque une évolution dans la nécessité de responsabiliser les titulaires de pouvoir global, ceux qui sont concernés directement par le changement climatique, les États d'abord, les entreprises sans doute en deuxième temps. Alors quand on passe au troisième exemple de ce que j'ai appelé les nouveaux centres d'intérêt, c'est-à-dire les générations futures, le processus devient plus complexe encore. Parce qu'au fond, les générations futures, c'est assez vague. Le montage juridique varie selon l'éloignement dans le temps. Si on entend par génération future les générations qui ne sont pas destinées à se rencontrer, non pas nos enfants, nos petits-enfants, mais les générations qui viendront bien après nous. Alors là, je dirais qu'il y a bien un devoir de protéger qui nous engage sans réciprocité, mais en même temps, c'est un devoir qui impose d'anticiper sur les risques à venir. Et j'en viens au troisième rôle de ce droit en devenir, anticiper. À la différence du processus de responsabilisation qui est au fond issu du concept de responsabilité, le processus d'anticipation est né de ce que j'appellerais des concepts déjà dynamisés par l'utilisation d'adjectifs qui introduisent l'avenir, génération future, ou qui introduisent la durée, développement durable, paix durable. Quelquefois, des adjectifs qui introduisent le temps de façon implicite. Je parle personnellement plus volontiers de droits universalisables ou de biens mondialisables que de droits universels et de biens mondiaux. Tout cela introduit une sorte de dynamique. Et je pense que ce n'est pas un hasard si toutes ces expressions sont récentes. Elles semblent accompagner la transformation des peurs, qui se déplaceraient des risques locaux aux risques globaux, mais aussi des risques naturels aux risques industriels ou mixtes. Alors on voit bien le lien, si l'homme a contribué à créer le risque, il peut et il doit tenter de le prévenir. Il est sans doute prématuré de vouloir élaborer une théorie des processus d'anticipation
en matière juridique. Mais je crois qu'il est déjà possible de poser quelques jalons. Je dirais à travers les exemples que j'avais évoqués dans le cours cette année, de repérer des moyens permettant d'adapter le droit à l'incertain, voire à l'imprévisible. D'abord, des moyens empiriques. Anticiper sur les risques à venir, c'est combiner précaution et action. Alors la précaution, c'est un mot presque tabou, car le mot renvoie au principe de précaution qui est souvent mal compris. Il ne faut pas l'entendre comme un principe conduisant à l'immobilisme, mais plutôt comme un principe incitant à mettre en place des méthodes de recherche et d'évaluation qui supposent la transparence et la rigueur. Il faut définir des indicateurs de risque de façon transparente et il faut les utiliser, les pondérer, puisqu'on est dans une logique à indicateurs multiples, de façon rigoureuse. Ne pas modifier la pondération en fonction du résultat qu'on veut atteindre. Alors ce principe, on sait qu'il est né en droit de l'environnement, qui s'est adapté aux produits dangereux. En revanche, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il change de signification quand on essaye de l'invoquer à propos de la dangerosité humaine. Car précisément en raison de l'indétermination, l'évaluation est quasiment impossible. Les indicateurs qui prédétermineraient l'être humain à la récidive, par exemple, sont beaucoup trop incertains et vagues pour être scientifiquement vérifiables. Utiliser la précaution dans ce sens, c'est une catastrophe pour les libertés. Quand une commission dite ad hoc donne un avis de dangerosité, c'est en fait une présomption qui est sans possibilité de faire la preuve contraire. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des dangers potentiels et incapables de prouver le contraire. En revanche, si on cantonne le principe de précaution aux risques naturels ou industriels, avérés ou potentiels, alors là, on voit la possibilité de combiner le principe avec une action en justice, une action d'un type nouveau. Ce n'est pas l'action pénale punitive au sens classique, ce n'est pas une action civile réparatrice ou régulatrice comme une action administrative, c'est une action qu'on pourrait appeler prospective au lieu d'être rétrospective. Qu'on la nomme préventive ou action en préservation, l'idée de cette action en justice, c'est d'exprimer une solidarité dans l'espace et dans le temps. Alors pour le juriste, cela pose toute une série de questions techniques. Les générations futures, par exemple, n'ont pas la personnalité juridique, alors qui sera titulaire de l'action? À qui attribuer la responsabilité? Et finalement, comment quantifier ce préjudice futur et éviter de transformer l'action juridique en action de type divinatoire? Je ne reviens pas en détail sur les réponses envisageables, car nous les avons vues dans un précédent cours. Je rappelle simplement qu'il y a un certain nombre de techniques juridiques qui permettent, par exemple, la représentation indirecte des générations futures par le ministère public ou par les organisations non gouvernementales. Il y a aussi des techniques plus directes. Certains pays ont créé un ombudsman de l'environnement ou un ombudsman des générations futures. Et puis, il y a des problèmes liés à l'attribution de la responsabilité, et là, la réponse tient dans la réaffirmation du principe de solidarité, mais la réponse, elle est aussi dans la création de fonds d'indemnisation spéciaux. C'est une manière d'exprimer la solidarité. Enfin, l'évaluation du préjudice suppose la mesure de risque, et là, on peut utiliser l'expertise et ses outils, ces scénarios de projection dans le futur. Mais cette notion même de risque implique une référence à des valeurs communes. Donc anticiper suppose aussi ce que j'appellerais des moyens axiologiques, c'est-à-dire la référence à des valeurs qui, pour être acceptées comme communes, doivent trouver un équilibre entre des exigences apparemment contraires. Je prendrai un seul exemple, celui du développement durable. Expression extrêmement courante à l'heure actuelle,
qui est utilisé pour anticiper sur les risques environnementaux et notamment, mais pas uniquement, pour protéger le climat contre les émissions de gaz à effet de serre. Le climat, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un bien public mondialisable, mais mondialisable seulement si on arrive à trouver un équilibre entre l'environnement et un développement acceptable par tous les pays. Les intérêts des pays émergents ne sont pas les mêmes que les intérêts des pays industrialisés. Les pays industrialisés s'intéressent directement au développement durable. Mais les pays en développement, les pays émergents, s'intéressent d'abord au développement économique. Autrement dit, le développement durable au point de vue prospectif suppose un engagement de tous les pays, mais ne garantit pas un développement équitable. Le développement équitable, c'est la vision rétrospective, lorsqu'on constate que les pays industrialisés ont une forte responsabilité dans la situation actuelle en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, anticiper en la matière, c'est trouver un équilibre entre le passé, le présent et le futur. On pourrait dire, d'une certaine manière, faire le même raisonnement à propos de la paix durable ou encore à propos des droits universalisables. Mais alors, c'est une approche dynamique qui implique un équilibre lui-même évolutif et qui peut donc créer une insécurité juridique. Une insécurité juridique qui se traduit notamment par un transfert de pouvoir d'interprétation, au juge. C'est moins le législateur que le juge qui va mettre en œuvre cette idée d'équilibre entre la prospective et la rétrospective. D'où l'importance de la méthode de raisonnement et la nécessité de moyens pour adapter le formalisme juridique non seulement à la diversité du monde actuel, mais encore à l'incertitude de l'avenir. Alors, sur les moyens formels, j'étais intéressée par l'intervention des collègues scientifiques, notamment Alain Berthoz, lors du séminaire sur hominisation-humanisation, parce que les sciences cognitives montrent que la pluralité des interprétations relève des capacités du cerveau humain, qui est doté déjà de mécanismes de représentation partagés. Il y a une capacité de changer de point de vue qui recouvre un ensemble de dispositions et psychologiques, mais qui repose sur des bases cérébrales spécifiques. Alors cette capacité, elle nous intéresse spécialement dans le cadre du séminaire, parce qu'elle est liée à la fois à l'hominisation et à l'humanisation. Les humanistes de la Renaissance, pour ne parler que d'eux, préféraient la forme du dialogue à celle des traités. Il s'agit au fond d'aider à sortir de la logique binaire pour introduire une logique de gradation. Seule la logique de gradation, que je n'ose plus appeler logique floue, depuis les mésaventures que j'ai connues pour avoir publié sous un titre un peu provocateur, Le flou du droit, les travaux portant sur cette logique de gradation, étaient issus d'un groupe de recherche qui s'était intitulé Les fous du flou. Je préfère maintenant prudemment parler de logique de gradation. Et cette logique de gradation, c'est le seul moyen de ménager des marges nationales dans l'espace, mais aussi marges dans le temps. Ici encore, l'humanisation est au confluent de l'évolution biologique et culturelle. Alors, du point de vue des techniques juridiques, en dehors de la marge nationale d'appréciation dans l'espace, du point de vue de la question temporelle, eh bien, on a inventé cette technique des responsabilités communes et différenciées qui permet notamment en matière de changement climatique une sorte d'anticipation à plusieurs vitesses. Le calendrier n'est pas le même, l'agenda n'est pas le même pour les pays industrialisés, pour les pays émergents, pour les pays en développement. On a un espace, l'espace Kyoto comme on l'appelle parfois, qui est un espace à plusieurs vitesses, phénomène de polychronie. Et c'est une réponse du formalisme juridique à la question comment résoudre la synergie entre un développement durable et un développement équitable.
Le développement sera durable si tous les pays s'engagent et il peut être en même temps équitable si l'agenda laisse un délai supplémentaire aux pays en développement. On voit ainsi que l'incertitude des risques n'entraîne pas automatiquement l'absence de responsabilité. Nous avons la capacité d'anticiper, mais c'est une capacité, il ne faut pas imaginer, illimitée. Autrement dit, l'anticipation ne doit pas conduire à vouloir imputer tous les risques à un responsable. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais conclure la conclusion. Si le droit en devenir est caractérisé par un triple rôle, résister, responsabiliser, anticiper, il ne faut pas tout placer sur le même plan. Résister à la déshumanisation, au fond, c'est un rappel de la fonction traditionnelle du droit, qui pose des interdits. En revanche, transformer le concept de responsabilité en processus dynamique de responsabilisation et mettre en place des processus d'anticipation, c'est faire appel à ce que j'aime bien appeler les forces imaginantes du droit, de manière à concevoir une dynamique évolutive. Mais cette dynamique ne doit jamais faire oublier la finitude humaine, car nos capacités cognitives ne sont pas illimitées. Elles sont certainement insuffisantes, c'est ce que disait déjà Paul Ricoeur il y a quelques années, insuffisantes pour que l'écart entre les effets voulus et la totalité indénombrable des conséquences de nos actions soit vraiment contrôlable. Nous ne sommes pas capables de contrôler cet écart. À vouloir anticiper sur tous les risques et protéger contre tous les dangers, le droit entretiendrait une culture de la peur. C'est dangereux parce que la culture de la peur, elle favorise l'avènement des régimes autoritaires, voire totalitaires. Or, c'est une culture relativement nouvelle, ou en tout cas peu traitée par les historiens occidentaux. Si on met à part Jean Delumeau, son Histoire de la peur en Occident, on peut se demander si la peur n'était pas un peu tabou, le pouvoir se donnant plutôt pour tâche de rassurer et de protéger. C'est d'ailleurs le titre d'un autre ouvrage de Jean Delumeau. Maintenant, la peur n'est plus tabou du tout, elle est devenue, je dirais, un mode de gouvernance, sinon un mode de gouvernement. Pour bien protéger, il faut alerter partout, à tout moment, dès la maternelle et pendant toute la vie. Autrement dit, il y a cette conséquence que le seuil de tolérance s'est considérablement affaibli. L'idéal, ce serait de neutraliser tous les risques pour se donner l'illusion de maîtriser même l'imprévisible. Peut-être l'explication tiendrait au fait que l'imprévisibilité aurait augmenté. C'est une hypothèse que je soulève avec prudence. Si le hasard n'est autre que la rencontre fortuite de séries causales hétérogènes, on peut penser que les progrès technologiques augmentent non pas les dangers, mais la part de hasard. On peut penser que les progrès technologiques rendent les dangers plus imprévisibles parce qu'on voit se multiplier les rencontres entre des causes multiples d'origine naturelle, d'origine humaine, le tout dopé par la surpuissance des moyens. Mais alors, comment réinventer des rituels qui rassurent et qui redonnent confiance en un destin qui n'est pas nécessairement tragique? Comment éviter de faire cela sans ressusciter la figure du bouc émissaire? Au fond, d'une certaine manière, c'est le rôle qui a été donné à Ben Laden dans les événements récents. Rassurer, mais rassurer à travers la vieille figure du bouc émissaire. Alors, on voudrait échapper à l'alternative entre le rêve du surhomme des transhumanistes et la hantise de la catastrophe. Mais c'est difficile d'oublier à ce stade les travaux de Hans Jonas. Il était marqué, Jonas, par les dérives qu'il associait à ce qu'il nomme l'utopisme marxiste dans son alliance étroite avec la technique. Et il en viendra à opposer le principe responsabilité au principe espérance d'Ernest Bloch. Alors, bien sûr, son heuristique de la peur, il l'explique dans son livre, ne vise pas l'angoisse pour soi.
en dépistant les dangers, il lance un appel, il entend lancer un appel au courage d'assumer la responsabilité à l'égard des générations futures. Mais il me semble que la peur ne remplace pas l'espérance. L'espérance ouverte aux séductions, disait Platon dans le Timée, mais Platon reconnaissait pourtant, et là je fais référence à une récente communication de Bertrand Saint-Cernin, que l'espérance a tout de même sa place dans l'exercice de la raison et dans la recherche de la vérité. Alors il reviendra peut-être à ce droit en devenir, qui était, vous l'avez bien compris, le véritable objet de mon enquête sur l'internationalisation du droit. Il lui reviendra peut-être de réconcilier les deux principes, Jonas et Ernest Bloch, de sorte que la peur devienne solidarité face au risque et que la responsabilité s'ouvre en quelque sorte à l'espérance. C'est sur ces mots que je voudrais clore cet enseignement en ajoutant quelques commentaires sur les conditions dans lesquelles j'ai pu le présenter ici même. Je dirais très nettement que c'est la qualité de l'accueil du Collège de France, des échanges interdisciplinaires qu'il rend possible. C'est aussi le soutien constant et extrêmement patient. Je me souviens quand je téléphonais le mercredi matin pour envoyer à mes assistants la 10e version dite définitive de la fiche à distribuer au cours, le soutien donc de mon équipe actuelle, mais aussi mes équipes successives, car certains anciens sont présents et ça me fait plaisir de les revoir. Et puis, c'est votre présence fidèle, attentive, tous ces éléments qui ont contribué à me donner le courage de m'engager dans une telle aventure. Alors, très sincèrement, merci à tous de m'avoir accompagné pendant ces quelques années de transit dans ces lieux privilégiés. Merci. Je parlais de l'équipe. Je vous embrasse. Voilà. De la part Elle est là.